à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau du Grand Dossier. Il est 16h50, on est en direct et sans pub jusqu'à 18h. 12 jours de manifestations de plus en plus importantes en Iran contre le régime des mollahs. Tout a commencé lorsque les marchands ont baissé le rideau pour protester contre la dévaluation de la monnaie et l'inflation qui flambe. Et comme une traînée de poudre, les contestations se multiplient, la foule hurlant mort au dictateur. La question est, les mollahs peuvent-ils tomber ? Le président des États-Unis prévient, en cas de répression sanglante, et on verra que c'est déjà le cas, les États-Unis pourraient frapper très fort. Alors après le président vénézuélien, les mollahs sont-ils désormais ceux qui sont dans le viseur de Donald Trump ? C'est la question qu'on va développer tout au long de cette émission. Bienvenue à vous. Nous suivons la situation de très près. S'ils recommencent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, je pense qu'ils seront frappés très durement par les États-Unis. Que Trump dirige son propre pays, s'il en est capable. Les mollahs dans le viseur de Donald Trump. On va développer évidemment cette question-là tout au long de cette émission en compagnie du général Nicolas Richoux. Bonjour à vous, bonsoir, bienvenue général. Ancien commandant de la 7e brigade blindée. Gallagher Fenwick, bienvenue à vous également. Ravi de vous retrouver, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Mona Jafarian, bienvenue. Vous êtes journaliste, essayiste, cofondatrice de Femmes Azadi et auteur du livre Mon combat, publié aux éditions Stock, que voici sur cet écran. Et Magali Barthès pour le service international de TF1 et LCI. Merci Magali d'être avec nous. Bonsoir à vous. Avant de vous montrer toutes ces images qui sont assez impressionnantes, l'information d'il y a tout juste quelques minutes, c'est la diplomatie iranienne qui accuse les États-Unis d'être derrière ces soulèvements en Iran. Sonia Dridi, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes en direct de Washington. Qu'est-ce qu'on répond du côté de la Maison-Blanche ? Alors, il n'y a pas encore de réaction et de réponse du côté de la Maison-Blanche. Cela pourrait venir peut-être dans les prochaines heures. Donald Trump pourrait s'exprimer devant les journalistes, notamment quand il rencontre des CIO, des patrons de compagnies pétrolières dans les prochaines heures. Ce qui est sûr, c'est que Donald Trump a de nouveau répété hier soir dans une interview à Fox News que les États-Unis, que le régime iranien paierait le prix fort, littéralement le prix de l'enfer, s'il tuait des manifestants. Il y a beaucoup de républicains déjà depuis son premier mandat qui espèrent un changement de régime en Iran. On a notamment entendu hier Lindsey Graham, un sénateur républicain qui s'est adressé directement au guide suprême en lui disant: si vous continuez de tuer des manifestants, eh bien Donald Trump va vous tuer. Il y a aussi aux États-Unis la plus grande diaspora d'Iraniens se trouve aux États-Unis, et donc Donald Trump est soutenu par de nombreux Irano-Américains, et la question lui a été posée également à Donald Trump si il souhaiterait rencontrer le prince héritier Reza Pahlavi. Donald Trump qui a répondu qu'il avait l'air très sympathique, mais qu'il pense que ce ne serait pas approprié et qu'en cas de changement de régime, eh bien, il pense que tout le monde devrait pouvoir se présenter et que le meilleur leader pourrait émerger. Et le J.D. Vance, qui est le vice-président, a tout de même dit hier en salle de presse ici à la Maison-Blanche, eh bien, que l'Iran la meilleure chose à faire pour l'Iran serait de négocier avec les États-Unis, notamment sur le programme nucléaire. Évidemment, merci beaucoup Sonia Dridi. Je précise qu'on y reviendra très longuement tout à l'heure sur toutes ces questions de négociation, ces questions diplomatiques, voire même peut-être militaires. Mais on va d'abord s'intéresser aux images et à la situation dans le pays. Regardez des images qui sont assez impressionnantes aux quatre coins du pays. Un pays qui se soulève avec des revendications d'abord économiques, on va y revenir, qui sont devenues politiques par la suite. Est-ce qu'elles menacent directement le régime, ces manifestations ? C'est ce qu'on va essayer de savoir. D'abord, une question, Mona Jafarian. Est-ce qu'on sait quelle est la situation dans le pays ? On sait qu'Internet est coupé déjà depuis plusieurs heures. Non seulement Internet est coupé, mais le téléphone est également coupé. Donc on n'arrivait même plus à passer de coups de téléphone à l'intérieur de l'Iran. Donc les seules personnes qui sont aujourd'hui à même de nous apporter des informations sont ceux qui ont pu s'équiper de Starlink. Parce qu'il faut savoir que quand Starlink dit que les satellites sont mis à disposition des populations, si vous n'avez pas la parabole au sol, vous ne pouvez pas capter Internet. Donc tous ceux qui étaient très militants en 2022 après la mort de Mahsa Amini se sont équipés depuis en faisant rentrer des Starlink. Donc grâce à eux, on arrive à avoir des informations. Alors concernant hier soir, on a eu des millions d'Iraniens dans les rues. Ça veut dire que ça a vraiment été un déferlement partout à travers le pays. Après, je pense qu'on en parlera plus tard, mais après l'appel de Reza Pahlavi à sortir aujourd'hui, mais aussi ce soir. Donc nous, on a aussi les yeux rivés pour essayer d'avoir des informations, puisque hier, il a été très clair, si jamais Internet est coupé, surtout continuer à sortir tous les soirs à 20h. Maintenant, j'ai des informations
qui me parviennent d'Iran grâce à des activistes à l'intérieur du pays. Par exemple, on sait qu'à Mashhad, hier, il y a plus de 200 corps qui ont été transférés vers des établissements hospitaliers, qu'il y a eu un tel afflux de cadavres et de blessés, notamment au niveau des yeux, qu'ils ont été transférés dans l'hôpital Razavi. Un autre centre ophtalmologique également a essayé de prendre le plus de blessés possible. Mais le plus grand risque pour la population iranienne, et il faut le savoir, c'est que quand il y a des blessés et des morts, les miliciens des gardiens de la révolution islamique attaquent les hôpitaux pour kidnapper les corps et également les blessés et faire disparaître toute trace de crime. Juste une question, Gallagher, avant qu'on aille ensemble au grand écran, Magali, les yeux, attaquer les yeux, ça veut dire quoi? Rendre la population aveugle au sens propre du terme? C'est la punir, et ce sont des termes qu'on a entendus de la part des figures du régime, notamment du côté des autorités policières et militaires, qui ont effectivement traité toutes les personnes qui sortent, et je cite, d'émeutiers et non de manifestants. Et ce qui est intéressant, c'est quand dans les réactions officielles qui se sont construites au fil des jours, on a vu au départ un guide suprême qui était plutôt le bad cop, et le président Pezeshkian qui jouait un peu le good cop, qui disait bon, il y a des revendications qui sont légitimes, il y a une situation économique, parce qu'il faut rappeler quand même le contexte, hein, tout ça part du bazar. Alors Magali va nous le rappeler parce qu'on a des images aussi. Pardon. On va faire ça avec Magali. Mais donc, pourquoi les yeux, en fait? On parle des yeux. C'est une punition physique, très clairement. Et comme le disait Madame Jafarian à l'instant, le fait de les blesser, ils espèrent, ça va les contraindre à aller dans des lieux connus où ils peuvent se faire traiter, soigner, où ils peuvent être arrêtés. C'est pour ça que certains évitent justement d'aller dans les hôpitaux et essaient de se faire soigner différemment pour éviter d'être repérés par les forces de sécurité. Alors on pose la question sur le bas de cet écran, va-t-on vers un embrasement général? Il y a plusieurs indices, Magali, on va aller ensemble au grand écran parce qu'il y a plusieurs indices qui montrent l'ampleur de ces manifestations. Oui, absolument. Et le premier signe, je voulais vous emmener justement dans le grand bazar de Téhéran dont on parlait, parce que c'est le poumon économique du pays. C'est donc de là qu'est partie la révolte, là que les marchands ont commencé à baisser le rideau il y a une douzaine de jours pour protester contre la crise économique, avant de se rassembler comme sur ces images qu'on va vous montrer. Ça, c'était le 6 janvier dernier, et rejoint par des milliers de personnes pour hurler leur colère contre, évidemment, cette monnaie qui ne vaut plus rien, contre l'inflation galopante. On voit ces images très, très impressionnantes. Faut bien comprendre que quand même les commerçants du bazar, ils sont quand même plutôt proches du clergé et des conservateurs. C'est la petite bourgeoisie commerçante. Donc naturellement, c'est pas des révolutionnaires. Et quand elle commence à se rebeller, c'est toujours un signe inquiétant pour le pouvoir. On prend en compte évidemment l'exemple de 1979, quand la révolution islamique, elle avait été soutenue à un moment par le bazar, et ça avait remporté le régime du Shah. Depuis plusieurs jours maintenant, les commerçants, ils ont été rejoints par les étudiants, par la classe moyenne, par les partis d'opposition. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est plus question uniquement d'économie. Les slogans, ils sont devenus politiques. Oui, ces slogans de mort au dictateur, Magali, et on en parlait tout à l'heure. Il y a un autre point qui est très important sur lequel vous souhaitiez vous arrêter, c'est cette ville, Mashhad. Oui, parce qu'en fait, déjà on voit la carte, on voit à quel point les manifestants, en effet, s'emparent d'une partie la révolte gagne une partie du pays, notamment l'Ouest kurde. Mais c'est vrai que je voulais qu'on s'arrête sur cette ville de Mashhad, deuxième ville du pays, et puis c'est la ville de l'ayatollah Khamenei. On est ici chez lui, Mashhad, en plus lieu de pèlerinage pour les chiites, où les manifestants s'en sont pris. Regardez, ça c'est l'image de la nuit dernière, à cet immense drapeau de la République islamique qui a été mis à terre, déchiqueté, découpé, piétiné, l'une des grandes images fortes, avec là encore ces slogans appelant à la fin du régime. Alors, dans un post que vient de mettre en ligne Donald Trump, le président américain a affirmé tout à l'heure, il y a quelques instants, que Mashhad était sous le contrôle, était en passe d'être sous le contrôle des manifestants, que les forces du régime se retirent. Tout ça n'est absolument pas confirmé à l'heure actuelle, mais c'est bien le signe
que Donald Trump est en train d'encourager la révolte, de mettre la pression sur les mollahs. À l'heure actuelle, comme on le disait tout à l'heure, il est plus difficile d'obtenir ces images, mais on va évidemment guetter cet appel, notamment du fils du Shah à redescendre dans la rue. Ce soir. Évidemment avec nos réseaux sociaux, nos téléphones portables, on va retourner s'asseoir. Notamment vous, Mona, vous nous dites si vous avez des informations qui tombent au fur et à mesure de l'émission. Vous êtes évidemment encouragés à nous donner ces informations-là. On reviendra longuement sur le rôle que peut jouer Donald Trump dans cette affaire, évidemment. Juste pour repartir du début, ce que vous disiez, c'est parti du Grand Bazar. Nicolas Richoux, les commerçants du Grand Bazar, on les appelle les bazaris. Et il y a effectivement une problématique économique, c'est par là que c'est parti. Moi, j'ai vu que le rial, donc la monnaie iranienne, a perdu 40% de sa valeur par rapport au dollar depuis le mois de juin, depuis cet été, en fait. Alors, ils sont sous embargo, il y a effectivement une crise immense, et le Grand Bazar, on connaît tous son importance dans l'économie iranienne, en plus que c'est un centre effectivement extrêmement dense, où les idées peuvent circuler très rapidement, et puis enflammer les populations, enflammer les foules. Mais alors, il y a forcément une explication économique, mais il n'y a pas qu'une explication économique, il y a quand même une dictature qui est là depuis 1979, avec un certain nombre de répressions. Je pense qu'il y a eu bien 5-6 rébellions comme ça, ou tentatives de rébellions qui ont été matées dans le sang, dont une au moins l'an passé. On a eu des manifestations très très importantes dont on a dit tiens, peut-être que c'est en train de basculer, et puis finalement le pouvoir a repris le contrôle, donc il n'y a rien qui est gagné. Mais effectivement, dire que c'est une explication économique, à mon avis, c'est parti de là. Oui, c'est parti de là. Mais on entend bien les gens dire à bas le dictateur. Voilà. Donc là, il y en a un ras-le-bol du régime des mollahs. On est véritablement dans une autre dimension. La vraie question, c'est de savoir si un mouvement spontané peut devenir une révolution coordonnée, organisée, structurée. Et ça, c'est moins sûr. Parce que veut-on après ? Il y en a qui veulent le Shah, il y en a qui veulent une république, il y en a... Voilà. Donc il faut vraiment savoir... Alors on va y venir évidemment, parce que c'est bien entendu la grande question. D'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, Mona Jafarian, la réalité de la vie quotidienne en Iran depuis cet été. Donc moi, d'ailleurs, depuis même plus, j'ai vu que le revenu avait été divisé par 3 en 15 ans. Donc, et cette dévaluation magistrale de la monnaie, c'est quoi ? C'est la pauvreté, c'est la faim même parfois, la soif parfois, c'est quoi la vie quotidienne de ces gens ? Je parle pas que de Téhéran, parce que cette révolte, elle prend dans les petites villes aussi, les villages même, hein. C'est une lassitude extrême des Iraniens, et les Iraniens sont bien conscients que si le pays est sous embargo, si le pays est sous sanctions, si aujourd'hui ils n'ont même plus de quoi se nourrir, c'est à cause justement de cette politique idéologique de la République islamique depuis 47 ans. Mais pour avoir quelques chiffres, aujourd'hui on a 30 millions d'Iraniens, donc ça fait quand même un tiers de la population, qui ne peut plus subvenir à ses besoins fondamentaux. Donc c'est très critique la situation. On a plus d'un Iranien sur 2 qui vit sous le seuil de pauvreté, donc les gens n'arrivent même plus à acheter de l'huile, du riz, de la viande, donc ça devient très compliqué. Mais les Iraniens font preuve d'une extrême lucidité sur le fait que non, ce ne sont pas les Occidentaux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, mais bien l'idéologie du régime qui a toujours refusé de céder quoi que ce soit. Parce que pendant des décennies, les Iraniens se disaient on n'a pas la force de faire tomber ce régime, donc peut-être qu'il faut aller vers le moins pire et essayer d'aller par exemple vers les réformateurs. Et puis ils se sont rendus compte finalement que réformateurs, conservateurs, c'est la même chose. Oui, y a pas la même idéologie, ça ne change rien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on voit, et effectivement vous aviez raison monsieur, c'est que dès le premier jour dans le bazar, c'est mort à Khamenei, c'est pas faites baisser le prix du pain. Donc on voit bien qu'en fait le pays était comme une cocotte minute déjà depuis des années, et qu'il fallait l'étincelle, et c'est vrai que la chute du rial ce jour-là permet enfin de lancer cette, que moi j'appelle désormais une révolution, parce qu'après les images d'hier soir, on est sur quelque chose qu'on n'a encore pas vu depuis 79. On a une idée du nombre de manifestants ou pas ? C'est évidemment très compliqué. On n'a pas de chiffres précis, mais quand on voyait les images à Téhéran, quand on voit les quartiers qui ont été pris, quand même ça allait du nord au sud. Alors pour que les gens réalisent, Téhéran c'est 12 millions d'habitants, donc c'est quand même gigantesque. Sincèrement, on avait plusieurs millions de personnes juste à Téhéran, parce que ça prenait quand même de Vanak jusqu'au Junub Shah, alors le sud de Téhéran. Donc c'était absolument incroyable. Les gens à 20h, même 1 heure avant, ça commençait déjà à se remplir. Et il y avait une telle foule qu'on voyait les forces de répression qui ne pouvaient
plus rien faire à part assister à ce déluge d'êtres humains dans les rues qui effectivement criaient d'une seule voix: nous n'avons pas peur, nous sommes tous ensemble, mort au dictateur, et ceci est notre dernière bataille, et par la vie va rentrer. Donc ça, on pourra en parler après. On va en reparler après. Gallagher, il y a une image que je voulais montrer aussi, c'est que, alors d'une part, tout le monde ne manifeste pas. On comprend très bien que la peur est potentiellement et évidemment omniprésente, pas uniquement, sans doute aussi de la résignation. Et il y a des gens qui manifestent pour le régime. Alors c'est tout petit, c'est beaucoup plus restreint bien évidemment, mais l'honnêteté fait qu'il faut montrer ces images-là aussi. Qui le soutient à l'intérieur du pays, le Khamenei, l'ayatollah Khamenei? Alors d'abord les gens qui sont parfois payés, subventionnés pour cela, les gens qui croient encore depuis 79 à la validité, à la valeur du projet de la révolution islamique, et des personnes qui par ailleurs profitent d'un régime qui s'est quand même enrichi, parce qu'il y a une logique de prédation qui est pratiquée au sommet de l'État et de redistribution au sein d'officines. Mais dans ces foules, vous avez aussi des personnes qui sont très très pauvres et qui en profitent très très peu. Et c'est là que je fais le lien avec le Grand Bazar, c'est que les revendications, elles sont d'abord effectivement économiques, parce que la situation de l'Iran, elle est due à deux facteurs. L'un, ce sont les sanctions principalement américano-européennes qui étouffent et asphyxient l'économie iranienne. Le deuxième, c'est la profonde corruption d'un régime qui gère très très mal des ressources qui devraient potentiellement le rendre richissime. Oui, c'est ça. Et cette population devrait vivre très largement au-dessus du seuil de pauvreté. Les chiffres ont été donnés, à peu près à la moitié de la population qui vit sous ce seuil. Un réal qui, vous donnez le chiffre de 40%, celui que j'ai lu, moi, dans la presse américaine, c'est une dévaluation qui est aux alentours des 50% par ailleurs. Donc le régime a proposé des espèces de bricolage qui permettraient de distribuer à peu près $7 par foyer supplémentaire, ce qui permet de s'acheter très très peu en Iran. Et il faut bien comprendre la mécanique économique, c'est-à-dire que ces commerçants, lorsque leur devise elle est très largement dévaluée, sachant qu'elle n'était pas très forte à la base, ça rend bien évidemment, j'enfonce une porte ouverte, très compliqué les importations. À partir de là, et c'est là que les comparaisons avec 2022 et les épisodes précédents peuvent informer le regard qu'on a sur ce moment. 2022, Mahsa Amini, 2019 précédemment, et vous n'aviez pas toujours les mêmes sociologies qui descendaient dans la rue. Or là, ce qu'il semble, et j'emploie le conditionnel, se dessiner, c'est un spectre sociologiquement plus parlant qui est plus large. Après, vous comprenez bien que avec une connectivité qui est fragilisée, viennent s'affronter en fait deux forces. D'un côté, la volonté de changement, et ça on l'a déjà vu, c'est quand même un fil conducteur sur les éditions précédentes, quelles que soient les sociologies, et de l'autre une capacité de survie de ce régime qui va, et ça n'est pas nouveau, profiter d'un huis clos pour arrêter massivement, tuer. Je termine par là, le dernier chiffre, moi, que j'ai vu, mais qui paraît être complètement sous-évalué, Amnesty International qui chiffre à 28 le nombre de morts, et d'autres ONG basées à l'étranger qui sont plutôt autour de 40. Il y a des morts également au sein des policiers de force du régime. Donc on voit que l'affrontement, il est réel et il est, si vous me permettez l'expression, quand même musclé, voire par endroits armé. On tire à balles réelles. Ce qui est très important de ce que disait Mona tout à l'heure, Magali, c'est que depuis les révoltes au moment de l'affaire Mahsa Amini, les gens se sont équipés de Starlink. C'était une dimension qu'on n'avait pas forcément intégrée, mais c'est fondamental parce que ce sont aussi des guerres d'images, etc., etc. Bien sûr. Et d'ailleurs, Elon Musk, évidemment, joue un rôle dans tout ça. Et il y a quelques jours, a annoncé que justement, il déployait, qu'il mettait ce Starlink au-dessus de l'Iran, justement pour aider les Iraniens à pouvoir envoyer aussi, nous faire passer ces images et communiquer entre eux. L'annonce de la coupure d'Internet, c'est un signe d'extrême fébrilité du régime. Parce qu'à partir du moment où le régime dit plus de son, plus d'images, donc plus de révolte, en fait, il veut essayer de faire passer ça. Il ne se passe plus rien, comme message.
ça montre qu'en effet, ces images commencent sérieusement à le déranger. Et c'est vrai que couper l'Internet, c'est une façon aussi d'entraver les manifestants qui se donnent des points de rendez-vous, qui essayent de se faire passer des messages. Donc c'est vraiment une façon d'essayer de leur couper les ailes. Et puis après, évidemment, la grande crainte, c'est la répression à huis clos. Oui, bien sûr. Alors, essayer de ne pas montrer les images, de ne pas les faire sortir. Mais c'est vrai que la dimension Starlink, ça change la donne, parce que ça va permettre, en effet, à ces manifestants anti-régime de continuer à essayer de faire sortir justement ces images et à nous informer, nous. Et puis il y a aussi une forme, il y a juste un tout petit extrait, c'est très court, mais que je voudrais vous montrer, peut-être une forme aussi de on n'a plus rien à perdre. Il y a une femme qui s'adresse à je voudrais que vous écoutiez, elle s'adresse à ses réseaux sociaux. Pour elle, c'est même pas qu'il faut tout tenter, c'est qu'en fait, j'allais dire Inch'Allah, advienne que pourra, on n'a plus le choix. Écoutez. Je n'ai plus peur. Cela fait 47 ans que je suis morte. Ça veut tout dire. Oui. Il faut quand même se rappeler, puisqu'on parlait économie, que le PIB s'est contracté d'à peu près 40% en 20 ans. Et vous imaginez ce que ça fait, c'est absolument considérable. Et puis on reparle de la corruption également. Je crois que vers 2024, il y avait à peu près 68 milliards de recettes provenant du pétrole, et 45 milliards sont arrivés dans les caisses de l'État. Où est passé le delta ? C'est la vraie question. Il y a une corruption, on a sans doute arrosé les passes d'Aran, etc., tout le régime, machin. Donc effectivement, il y a une véritable exaspération de la population qui voit bien que le régime s'en met plein la poche, qu'il y en a qui vivent bien et qu'eux ne vivent plus bien. Ensuite, il faut pas être naïf. On voit Starlink, il y a forcément la CIA, le Mossad sur place qui doit un petit peu aiguiser les appétits. Et bien, mais c'est de bonne guerre. On sera avec Raphaël Jérusalemi tout à l'heure qui nous expliquera ça. Je crois que c'est de bonne guerre. On rappelle qu'Israël est en guerre avec l'Iran depuis 1979, que l'Iran veut la disparition d'Israël, donc qui mettent des opérations de désinformation. Là, ça me paraît normal. Et puis, il faut pas oublier également, effectivement, sur la guerre de l'information, ce que je vois là, c'est que la guerre l'image appartient quand même aux rebelles aujourd'hui. Il y a quelques images de soutien au gouvernement, mais j'ai le sentiment quand même que la guerre de l'information est en train d'être gagnée par les gens qui sont... prudent, évidemment, ça fait que 24 heures que l'Internet est coupé. Mais Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que il faut savoir qu'il y a quand même une partie de la population iranienne, alors à jeunesse plutôt dorée, notamment à Téhéran, qui est ultra connectée, qui connaît par cœur les codes des réseaux sociaux. Ça nous avait beaucoup marqué à l'époque de Femmes, Vie, Liberté, des mises en scène, des chansons, des femmes qui se coupaient les cheveux, bien sûr, et la puissance du symbole. Et donc effectivement, on a des moments qui vont être viralisés, comme celui de cette femme qui passait absolument partout, où on sent véritablement la force du désespoir. Après, ce régime sait également cela. Et donc il sait pour sa survie combien il est important de couper à la fois la projection vers l'extérieur, mais la possibilité de l'extérieur de venir à l'intérieur, mais aussi couper la connectivité, c'est fragiliser la capacité de coordination des personnes à l'intérieur. Parce que dès que vous avez un moment comme ça, qui ressemble à une manifestation qui est en train de muter en révolte, si vous ne voulez pas que ça devienne une révolution, il faut d'une part empêcher qu'elle soit incarnée, pas d'incarnation. Deuxièmement, pas de coordination. Troisièmement, pas de cris de ralliement idéologique. Et donc, plus vous avez des slogans différents, plus vous avez des divisions, et plus vous avez de chance de pouvoir, quand vous êtes du côté du régime, l'emporter, en couplant évidemment ça à l'emprisonnement, la répression, que ce soit par la mort ou par les blessures. La mutilation, Il y a notamment le fait de tirer délibérément sur les yeux, qui est profondément traumatisant, et donc dans leur esprit potentiellement dissuasif. Il y a une arme d'ailleurs qui est, vous parlez de l'arme de l'image, il y a une image que je voulais vous montrer où on voit, alors c'est déjà l'expression d'un courage absolu, mais également regardez cet homme, j'allais dire ce jeune homme, on ne sait pas quel âge il a, il va quand même jusqu'à escalader ce poteau pour aller désactiver une caméra de surveillance. On est d'accord qu'il peut se faire shooter à tout moment, cet homme-là. Je veux dire, il y a quand même des policiers sur les toits, etc. Et le symbole est très fort aussi. Oui, et puis il n'est pas assuré, là, je veux dire, il est quand même là s'il tombe,
il peut se tuer. Cette image-là, elle est très impressionnante, je trouve. Oui, parce que c'est une volonté de se mettre en travers, justement, ces vidéos de surveillance qui sont en train de, justement, pour le compte du régime, essayer de repérer qui participe à ces manifestations, d'identifier ce que le régime dénonce comme les insurgés. Et donc, oui, ça montre en effet aussi la capacité de ce régime à justement surveiller sa population. Et donc, le réflexe de ce manifestant, c'est d'essayer justement de redonner un peu de latitude à ces protestataires qui sont en train de prendre la rue. Mais c'est vrai que c'est une image très symbolique et qui montre en fait, en creux, l'ampleur de la surveillance, de la répression du régime démocratique. Il prend des risques, Mona, qui sont, j'allais dire démesurés, pas du tout, mais qui sont extraordinairement importants. Mais je crois qu'on ne réalise pas de l'extérieur le courage dont est en train de faire preuve cette jeunesse, parce que cette image, elle est incroyable. Mais nous, tous les jours, on en reçoit des centaines, où vous voyez des jeunes ouvrir les bras face à des armes, alors qu'ils savent à quel point ils peuvent se faire tirer dessus à balles réelles. On les voit brûler des statues de Qassem Soleimani, on les voit brûler les affiches de Khomeini et de Khamenei. Tout à l'heure, je voyais encore des vidéos de jeunes femmes iraniennes sans voile qui baissent leur masque face aux caméras de sécurité en disant « mort à Khamenei, on va venir te chercher ». Maintenant, les jeunes font des vidéos à visage découvert partout sur les réseaux sociaux, parce qu'effectivement, vous avez raison, ils maîtrisent parfaitement les codes. Donc, ils ont toute des séries de réels pour dire tiens, il y a de la neige dehors, venez, on va faire une bataille de boules de neige ce soir, tout le monde à 8h, avec la même chanson que tout le monde reprend. Donc, en fait, ils ont plein de codes comme ça, finalement, comme notre jeunesse avec TikTok, sauf que là-bas, ils sont en train de risquer leur vie pour renverser un des régimes les plus tyranniques au monde. Il y a une image qui a beaucoup marqué au tout début de la rébellion, c'est ce jeune manifestant qui se tenait assis face justement aux forces de sécurité, et on n'a pas arrêté de faire le parallèle entre Tiananmen et là aussi ce manifestant face aux chars. Et c'est vrai que ça c'est une image qui est devenue extrêmement virale et qui montrait l'ampleur de la détermination de ces jeunes. Alors il y a d'autres images que je voudrais vous montrer et qu'on analyse ensemble, me semble-t-il, pas beaucoup vues. Emmanuel Razavi, d'abord je voudrais vous saluer. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes grand reporter, vous êtes franco-iranien et vous êtes auteur de ce livre que l'on va découvrir à l'écran, La pieuvre de Téhéran, publié aux éditions du Cerf. Vous êtes le bienvenu évidemment, Emmanuel Razavi. Je voudrais vous montrer une image. Regardez bien cette séquence. On se pose la question de l'attitude de la police. Vous allez regarder le groupe d'hommes qui est situé sur le toit de l'immeuble que l'on découvre. Alors, ça n'est pas très clair sur cette image. Cependant, il semble, Emmanuel Razavi, que ces policiers, qui sont donc postés sur les toits pour surveiller la foule, évidemment, semblent les saluer. Est-ce que c'est comme ça que vous analysez cette image, vous ? Alors, j'ai vu cette vidéo à plusieurs reprises et effectivement, on voit bien des gens d'ailleurs dans la foule, parce que la séquence dure un peu plus longtemps, effectivement répondre par le même signe en fait de salut aux policiers qui sont sur les toits et qui font en fait ces saluts, notamment un qui est un peu plus visible en tout cas que les autres. Effectivement, il y a ce genre de situation aujourd'hui en fait en Iran, mais pas que. Je crois que votre invité en plateau tout à l'heure a bien dit d'ailleurs que la répression était terrible aussi. Donc on a pu voir des scènes de fraternisation et on voit aussi malheureusement en fait des scènes d'hyper violence. Les gardiens de la révolution, la police iranienne, le Basij, la milice civile des gardiens sont quand même connus pour être d'une violence féroce vis-à-vis des manifestants. Évidemment, et on sait qu'il y a eu au moins 2000 arrestations, mais encore une fois, ce que nous disait Mona tout à l'heure, effectivement, c'est très difficile de donner des chiffres crédibles, puisque d'une part, les informations arrivent au compte-gouttes, et d'autre part, elles sont quand même archi contrôlées. Même si c'est un épiphénomène, Mona, de voir des policiers qui se permettent de saluer, ou en tout cas de faire un signe de fraternisation, comme nous le dit notre invité à l'instant, avec les manifestants, ils savent que tout est filmé dans les foules, c'est un signe de quelque chose ?
C'était un très beau moment parce que c'était la première ville qui tombait, entre guillemets, et les foules en Iran scandent force de police, protégez-nous, protégez-nous. Donc ils n'arrêtent pas en fait d'interpeller ces policiers, parce qu'il faut bien avoir conscience qu'en Iran, il y a vraiment deux catégories de forces armées. D'un côté, vous avez l'armée régulière du pays et les policiers. L'armée régulière, elle est quasiment composée que de jeunes. Donc les jeunes, la journée, ils vont à l'armée, le soir, ils posent l'uniforme et ils vont dans la rue parce que l'armée est obligatoire en Iran. Et de l'autre côté, vous avez les milices Basij qui font partie des gardiens de la révolution et qui sont absolument impitoyables. Et aujourd'hui, le but de cette population iranienne, c'est de réussir à ramener policiers et militaires de leur côté pour avoir une chance finalement de rivaliser contre ces gardiens de la révolution qui sont particulièrement essoufflés, puisque des informations sûres qu'on a d'Iran, ils ont commencé à faire rentrer leurs milices irakiennes. Donc quand ils commencent à faire rentrer les milices arabes à l'intérieur du pays, ça veut dire que les gardiens de la révolution sont en train de s'essouffler. On l'a vu au moment de Mahsa Amini, et là apparemment les entrées sont massives. Donc c'est aussi un signe que cette population iranienne qui ne lâche pas les rues matin, midi, soir, toute la nuit pour certains jeunes, commence à essouffler les gardiens de la révolution. Donc on a encore espoir de voir plus de scènes comme celle-ci et de voir les policiers rejoindre enfin le peuple iranien. Emmanuel Razavi, concernant Khamenei à présent, parce qu'on se pose la question, est-ce que les mollahs sont au bord du gouffre? Est-ce que ce gouvernement va chuter ou pas? La personne même du guide suprême, il prend la parole, il l'a pris d'ailleurs assez régulièrement. Dernier extrait en date, je vous le fais écouter, et vous me dites ensuite ce que vous en pensez de ce que pourrait être son avenir, ou est-ce qu'il a, lui, en tout cas, peur? On écoute d'abord. La République islamique a été fondée grâce au sang de plusieurs centaines de milliers de personnes honorables. Et elle ne reculera pas face à ceux qui se livrent à la destruction, ni ne tolérera les mercenaires au service de puissances étrangères. Est-ce que Khamenei et son régime sont effectivement au bord du gouffre ou pas, selon vous? Alors oui, c'est pas la première fois qu'ils sont au bord du gouffre. Disons que là, en fait, ils s'en rapprochent peut-être plus que d'habitude. Ouais. Moi, je pense que c'est un régime qui est failli aujourd'hui. Ils n'ont pas vu, en fait, monter, si vous voulez, la contestation. Ils n'ont pas mesuré à quel point elle était là. Alors après, il y a quand même une chose. Ali Khamenei, c'est un idéologue extrêmement dur. Il est issu, comme le fondateur de la République islamique d'Iran, auquel il a succédé, donc l'ayatollah Khomeini, d'une secte, qui est une secte qui s'appelle les Fédaïns et Islam, qui est une secte liée aux frères musulmans égyptiens, même si les Fédaïns et Islam sont chiites. En Iran, en général, on pratique le chiisme, et que les frères musulmans égyptiens sont sunnites. Cette organisation avait prêté, si vous voulez, serment d'allégeance, en fait, aux frères musulmans dans les années 50. La deuxième chose, c'est que Ali Khamenei, c'est aussi, en fait, un homme des Russes. Il faut pas oublier qu'il a fait une partie de ses études, en fait, en Russie. C'est un homme des services secrets, en fait, russes. D'ailleurs, il a énormément, je dirais, de contacts en Russie. Je crois, d'ailleurs, vous l'avez même rappelé il y a quelques jours dans l'une de vos émissions. Et que les méthodes qui sont employées aujourd'hui, en fait, par une partie, en fait, des forces de l'ordre, notamment, en fait, les gardiens de la Révolution, notamment également leur unité, leur force spéciale, leur unité d'élite, la force Al-Quds, sont des gens qui, dans certains domaines, sont aussi formés, en fait, par des agents russes. Oui. Ce que je veux dire par là, c'est que Khamenei, aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Il sait de toute façon qu'il est perdu à court ou moyen terme. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Mona, c'est que de toute façon, la population de plus en plus demande aux militaires, en fait, de les rejoindre. Il y aura vraisemblablement à un moment, en tout cas on peut l'imaginer, un basculement probablement de l'armée. D'abord, il y a beaucoup aussi de responsables des oppositions, à commencer par le prince Reza Pahlavi, qui demandent aux militaires aujourd'hui de se mettre du côté très clairement, en fait, des manifestants. On voit bien que Reza Pahlavi aujourd'hui, quand même, les manifestants scandent son nom, qu'il est écouté. On peut imaginer que donc chez ces militaires, effectivement, je rejoins ça, il y a beaucoup d'appelés qui n'ont pas envie de tirer parfois sur leurs voisins, sur leurs cousins, sur des amis d'amis, parce que c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Donc ce régime, il va être confronté à une chose, c'est-à-dire des défections. Il y a des milliers de défections qui ont eu lieu ces dernières semaines en Iran. Il va être confronté à ça, et donc, effectivement, il a fait appel, mais c'est le geste du désespoir pour moi. Il fait appel, en fait, à des miliciens, en fait, irakiens, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, qui sont des voyous, qui sont capables de tirer, comme les gardiens de la Révolution, d'ailleurs, qui tirent à vue. Mais ça annonce quand même quelque chose. Ouais. Alors, je vous dis pas que le régime va tomber dans 3 heures. Je suis en train de vous dire que ça annonce quand même
un tournant. De toute façon, depuis 24 heures, quelque chose s'est passé définitivement en Iran. Je pense que pour les oppositions, à commencer pour Reza Pahlavi, c'est un test qui a été réussi. Ce qu'on a vu hier, dans les différentes rues, dans les rues, des différentes villes d'Iran. Donc, on approche de quelque chose. Alors Reza Pahlavi, on va en parler effectivement dans une seconde. C'est le fils du Shah. On en parle beaucoup depuis quelques jours. Il est en exil aux États-Unis et vous allez nous faire son portrait tout à l'heure, Gallagher. Juste une question, Magali, puisqu'on parle de Ali Khamenei, le guide suprême, dont on se demande s'il sera bientôt en fuite ou pas. Il y a effectivement, ce qui montre peut-être la fébrilité du régime, des informations des services secrets britanniques selon lesquelles effectivement il serait peut-être en train de préparer sa fuite. Oui, alors ça c'est des informations qu'on a lues dans la presse, en effet, expliquant que Ali Khamenei et son entourage, dont son fils d'ailleurs, qui est destiné normalement à lui succéder, en effet prévoirait de fuir vers Moscou si les troubles en Iran s'intensifient. Tout ça, c'est aussi, alors ça va aussi dans la suite de ce qu'on a vu au Venezuela. L'image de Maduro capturé, que les Américains sont allés chercher dans son lit pour le mettre devant une prison à Brooklyn, c'est de nature aussi à faire réfléchir ce régime. Parce qu'en fait, il y a quand même une chose, on se demande si ces manifestations, elles sont différentes des autres. Alors oui, moi je voulais vous poser la question parce que tout à l'heure Gallagher évoquait Femmes, Vie, Liberté, ce mouvement donc qui a été initié au moment de la mort, de l'exécution, même on peut le dire, de Mahsa Amini. Je lisais dans un certain nombre de papiers, non, c'est pas la même chose parce qu'à l'époque il y avait des revendications qui étaient sectorielles. Là, ils ne revendiquent rien à part que le régime s'écroule, quoi. Oui, c'est vrai, mais moi je pense qu'aussi c'est l'affaiblissement du régime qui est aujourd'hui extrêmement important parce que par rapport à Mahsa Amini, c'était il y a 3 ans, on a un régime qui a été quand même frappé par Israël, son programme nucléaire largement endommagé par cette fameuse guerre des 12 jours en juin dernier, un régime qui a vu ce qu'il appelle son axe de résistance, c'est-à-dire tous ces proxys qui ont quand même un à un été frappé par Israël ou s'est effondré. On a vu Bachar el-Assad, un soutien aussi du régime, partir pour Moscou d'ailleurs. Et là, dernier exemple en date, c'est le Venezuela. Encore une fois, moi j'y reviens. Le Venezuela, là aussi, soutien du régime iranien qui bascule avec ce coup de force, cette démonstration de puissance américaine. Et tout ça est de nature à faire réfléchir le régime. Ça commence à faire beaucoup. C'est vrai que le Syrien Bachar el-Assad, qui est à Moscou depuis 1 an, on n'a pas de son, pas d'image, mais on sait bien qu'il a mis sa fortune à l'abri et il y vit bien, manifestement. Et qu'il y vit manifestement très bien. J'ai regardé fortune d'Ali Khamenei, avoir évalué d'après le Times à 95 milliards de dollars par Reuters, pardon. Et ce qui s'est passé pour Maduro est de nature certainement à faire réfléchir Khamenei aujourd'hui. Emmanuel Razavi, juste toujours au sujet d'une potentielle fuite, donc les proches qui pourraient être mis à l'abri, en tout cas un plan qui a été établi manifestement d'après les renseignements britanniques, mais également un certain nombre de proches du régime qui seraient allés jusqu'à demander des visas à la France, que la France les accueille. Alors pas qu'à la France. C'est la France et l'Allemagne. Ouais. Voilà. Alors pour le moment, non, je ne crois pas que la France les accueille. Je crois d'ailleurs que la France, en tout cas les services français, me semble-t-il, n'ont pas envie de les accueillir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que l'information, si vous voulez, est sortie par différents canaux. Mais la réalité, c'est que c'est pas que la France, c'est aussi l'Allemagne. Mais ça en dit assez long quand même sur la façon dont ces dignitaires iraniens perçoivent nos démocraties. C'est-à-dire qu'ils imaginent qu'ils sont vraiment chez eux et qu'ils sont les bienvenus. Parce que depuis des années, c'est le cas. C'est-à-dire que depuis 47 ans, depuis qu'on a reçu l'ayatollah Khomeini à Neuf-le-Château, donc en région parisienne, si vous voulez, ils ont l'habitude, leurs familles ont l'habitude de toute façon de venir en Europe faire des courses, etc., enfin passer des vacances. Vous avez dans le sud de la France un certain nombre de gens qui ont acheté, de gens du régime, qui ont acheté des villas, alors souvent en passant par des prête-noms, par des sociétés bidons et machin, des sociétés écrans. Mais ces gens-là, en fait, ils ont le sentiment, si vous voulez, en France comme en Allemagne, d'être chez nous, si je puis dire, chez eux. C'est une réalité. Je crois que là, ils voient que c'est en train un petit peu de changer, visiblement. Fin de cycle, a priori. Il y a aussi, le Khamenei a été accusé, accusé, c'est un fait, il s'est un peu planqué pendant la fameuse guerre des 12 jours l'été dernier.
Vous êtes mis à l'abri quand même. Oui, vraisemblablement, oui. Mais moi, ce qui me frappe véritablement, alors il y a le problème de la succession de Khamenei, là. C'est-à-dire, il a 87-8 ans, il risque d'être. Il y a le problème de sa succession qui fragilise vraisemblablement le régime. Moi, ce qui me frappe effectivement, c'est que il prévoir, quand on parle de martyrs de la révolution, prévoir de s'exfiltrer à l'étranger, ça me paraît quand même assez extraordinaire, surtout à 88 ans. On peut faire don de son corps à un moment donné pour le martyr quand on croit à une cause. Et là, tout ce qu'il prévoit, c'est de s'enfuir. Donc effectivement, tout ça, sont des régimes, sont quand même des régimes de planqués. Quand ça va mal, la seule chose qu'ils sont capables de prévoir, c'est de s'en aller. Maintenant, il faut quand même se dire que le régime n'est pas tombé. On parlait des. Il faut être prudent, parce que effectivement, c'est très impressionnant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous dites, vous, Mona, pour moi, c'est une révolution. C'est peut-être le cas, mais le régime, pour le moment, il tient. Bien sûr. Et puis, on parlait des passes d'Aran, c'est 350 000 hommes. Les passes d'Aran, c'est les gardiens de la Révolution. Les gardiens de la Révolution. L'armée régulière, elle est un peu plus de 400 000. Mais les passes d'Aran sont mieux équipés, ils sont idéologiquement armés, ils sont jusqu'au boutistes. Donc, je veux dire, il va y avoir des combats. Il va se passer quelque chose avant que le régime tombe. Et ils ont, idéologiquement, ils ont un chef, ils ont des moyens, etc. Alors, et de l'autre côté, aussi, si ce régime tombe, c'est d'avoir effectivement un régime militaire qui se met en place si c'est effectivement le régime des mollahs. Bien sûr, et il continue à tenir ça, parce que il y a Khamenei, il y a les mollahs, il y a une partie de l'armée ou des Pasdaran qui les soutiennent, et de l'autre côté, il y a quand même une diaspora, une nébuleuse d'opposition. Oui. Parce que quand on parle du retour du Shah, moi je veux bien, mais le Shah, c'est aussi la Savak. Je veux dire, il y a le Shah, il n'a pas laissé. Le Shah est mort en 1980. Oui, c'est ça. Non, mais de son fils. Alors justement, on va en parler. Le régime, c'était un régime aussi de répression. Oui. S'il a eu la révolution en 1979, il y a des raisons. C'est vraisemblablement pas parce que le régime était vertueux. Et donc, il y a eu aussi plusieurs milliers de morts lors de la prise de pouvoir en 53, en 63, en 75. Le régime du Shah, c'était un régime de type Pinochet, quand même, il faut le dire à cette époque-là. Alors justement, donc son fils s'appelle Reza Pahlavi. Il est, je le disais tout à l'heure, exilé donc aux États-Unis. Il est parti, il était tout jeune bébé au moment de la révolution de 79. Écoutez ce message qu'il a publié hier soir, qui a été publié hier soir. Et Gallagher, vous venez avec moi du côté de l'écran. On va faire son portrait à cet homme-là. On écoute Reza Pahlavi. Je suis fier de chacun d'entre vous qui, jeudi soir, avait pris les rues dans tout l'Iran. Vous avez vu que les foules massives font reculer les forces de répression. Ceux qui hésitaient, rejoignez vos autres compatriotes vendredi soir et augmentez la foule pour que la capacité de répression du régime soit encore plus faible. Reza Pahlavi qui n'était pas bébé en 79. On est très jeune à 19 ans. Voilà, il avait 19 ans. En tout cas, non, mais ce message-là qu'il a publié, il est très important. Gallagher, il date d'il y a tout juste quelques heures. Dites-en nous un peu plus sur cet homme-là, Reza Pahlavi. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle? D'abord parce qu'on l'a dit tout à l'heure, pour qu'il y ait révolution, il faut qu'il y ait une incarnation. Et donc le nom de celui qui est un bébé sur cette photo, et il est effectivement scandé par les manifestants dans certaines, et des manifestantes dans certaines des vidéos qu'on voit. Maintenant, qui est Reza Pahlavi? Si on peut revenir sur cette photo, merci à la régie, c'est lui, le bébé. Son père, Mohammad Reza Pahlavi, a été le dernier Shah d'Iran. Là, on est en octobre 1960, c'est donc l'année de sa naissance. Son père est au pouvoir. Le général Richoud l'a expliqué. C'est un règne dont les Iraniens, les Iraniennes gardent un souvenir quand même très contrasté. Pour les uns, ça a été une période de prospérité, d'ouverture. Pour les autres, ça a été une modernisation brutale, une répression et le règne de la dite Savak, police. C'est d'ailleurs ces forces de police, Savak, qui ont mis en prison, il y a plusieurs reprises, l'actuel guide suprême de la révolution. 79, la révolution islamique. L'ancien guide suprême, le précédent Khomeini, fait son arrivée, on le voit sur ces images, à Téhéran, acclamé par des millions de personnes. C'est le début de l'exil pour la famille Pahlavi. Et un an plus tard, le père donc meurt et le jeune Pahlavi, pas un bébé, donc comme vous le disiez, 19 ans, il se désigne Shah en exil et devient alors une des figures de l'opposition qui s'exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. On a vu juste avant l'extrait que vous avez diffusé. En juin dernier, il diffusait déjà un message. Je crois qu'on peut l'écouter.
We stand at a crossroads. Nous sommes à la croisée des chemins. L'une des voies mène à l'effusion de sang et au chaos. L'autre mène à une transition pacifique et démocratique. La différence entre les deux dépend d'un facteur et d'un seul, à savoir si le régime actuel en Iran est autorisé à survivre. And one factor alone, whether the current regime in Iran is allowed to survive. Il ne fait pas consensus, mais il occupe beaucoup d'espace sur les réseaux sociaux en anglais. Et il a un accent iranien, en iranien, il a un accent anglais. Ça fait partie des critiques qui lui sont adressées parce que la question de son rapport avec le peuple et un pays qu'il a quitté il y a très longtemps est posée parmi beaucoup d'autres. Évidemment. Alors, merci beaucoup, Gallagher. On va se rasseoir. Mona, une question. Parce que Gallagher nous disait qu'il ne fait pas consensus. La problématique de l'opposition iranienne, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'opposition unique iranienne. En fait, en Occident. Ouais. Toutes ces questions-là, en fait, on se les pose ici. À l'intérieur du pays, eux, ils ont été très clairs. Alors, il n'a pas d'accent, par contre. Quand il parle persan, il parle un persan impeccable et très soutenu. Mais tout le monde n'est pas d'accord sur son accent. Alors, moi, je ne parle pas persan. Mais en tout cas, il parle vraiment très bien le persan. C'est quelqu'un qui est né, qui a été éduqué pour le trône à l'époque. Maintenant, c'est différent. Alors oui, cet aspect diaspora éclaté, personne n'est d'accord avec personne. Ce problème, on l'a pas à l'intérieur du pays, parce qu'à l'intérieur du pays, en 2022, les gens scandaient Femme, vie, liberté, parce qu'effectivement, c'était surtout une jeunesse moderne qui voulait de la liberté, qui voulait la laïcité, etc. Et maintenant qu'ils ont été rejoints par des groupes ouvriers, par des bazaris, etc. Femme, vie, liberté est devenue dans les rues d'Iran, ceci est notre dernière bataille, Pahlavi va rentrer. Et quand vous regardez les manifestations monstres qui se sont déroulées hier, juste avant son appel national, on avait quelques dizaines de milliers de personnes dans la rue. Il passe cet appel en disant demain 20h, on a des millions de personnes. Et quand vous regardez les vidéos... Pour les Iraniens, pardonnez-moi, c'est l'homme de la situation. Pas pour tout le monde. Alors, vous le souhaitez, mais tout le monde dans l'opposition. Écoutez, c'est vraiment important de je finis mon propos et je vous laisse développer. Là où c'est vraiment important, c'est que pourquoi nous on dit écoutez la rue. On partage nous sur nos réseaux sociaux des centaines et des centaines de vidéos des manifestations dans les rues. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument incroyable. Vous avez des Kurdes à Kermanshah, vous avez des Azéris, donc c'est des turcophones, vous avez des Arabes de Ahvaz, vous avez des Perses de Ispahan ou de Téhéran. Il y a un slogan qui est scandé. Et pourquoi c'est important pour nous? Pas parce que les gens demandent tous le retour à une monarchie, c'est pas du tout ça le problème. Bien qu'en Occident on a une vision très différente, parce que il faut pas oublier que l'Iran, c'est quand même la Perse, c'est 2500 ans de monarchie, donc les Iraniens ont un rapport différent par rapport aux Français qui ont coupé la tête du roi. Donc il y a déjà mais ce que cette jeunesse elle réclame, c'est son programme, c'est ce qu'il leur dit depuis des années, un programme qui est disponible en ligne et qui leur promet une phase de transition, c'est-à-dire que Reza Pahlavi n'arrive pas en disant au peuple iranien je vais réinstaurer une monarchie. Il dit je vais vous accompagner pendant cette phase de transition. En fait, il est candidat à la transition. À la transition, pour le moment uniquement à la transition, pour mener un référendum pour que les Iraniens choisissent de manière libre la forme de démocratie et le leader qu'ils souhaitent. Ce qui est intéressant, Gallagher, juste pardonnez-moi. Bonaparte, qui attend l'Empire. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que 1848-1851. Il veut donner le choix entre monarchie et république. Non, mais Gallagher, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump, quand on lui demande est-ce que vous allez le rencontrer, il dit c'est pas forcément la bonne solution pour le moment. Il est très prudent quand même. Très récent qui peut éclairer. Pardon, je laisse Magali. Il y a un épisode très récent qui peut éclairer la manière dont on peut observer le personnage Pahlavi, qui ne fait absolument pas consensus dans l'opposition. Quand vous écoutez les slogans sur les vidéos, le consensus c'est abat le dictateur et vive l'Iran. C'est vrai qu'il y a des manifestants et des manifestantes qui réclament le retour du Shah en la personne de Pahlavi. Vous avez aussi des personnalités en Iran, donc qui sont à l'intérieur, notamment la tante d'une jeune manifestante. Vous m'avez, je vous ai interrompu, vous m'avez demandé, donc voilà. La tante de la manifestante, je crois la plus jeune, qui est décédée en 2022. Donc ça, c'est des manifestants à Mahsa Amini. C'est très clairement exprimé dans mon souvenir contre le retour du Shah. Ça ne fait pas consensus, et c'est précisément cette absence de consensus au sein de l'opposition, qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je parle à des Iraniens de l'extérieur, tout comme Mona, qui ne sont pas d'accord avec elle sur ce point-là. Et ça fait partie, justement, de ce sur quoi les autorités
qui elles sont à l'intérieur, jouent également pour essayer de garder le pouvoir, me semble-t-il. Alors la question qu'on se pose, c'est évidemment quel rôle pourraient jouer les États-Unis là-dedans, d'une part parce qu'il est exilé là-bas, et puis d'autre part, Magali nous l'a beaucoup expliqué, il y a beaucoup aussi d'enjeux qui sont géopolitiques, peut-être même militaires. Sonia Dridi est toujours avec nous. Sonia, voilà ce que dit Donald Trump. Je leur ai fait savoir que s'ils commençaient à tuer des gens, nous les frapperons très fort. Alors en l'occurrence, ils ont commencé à tuer des gens, et puis ça ne date pas d'hier, évidemment. Est-ce qu'une intervention militaire des Américains serait possible? Est-ce qu'elle est envisageable? Alors, après ce qu'il s'est passé au Venezuela, on sent que Donald Trump serait prêt éventuellement à faire d'autres interventions militaires. Mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que selon le média Axios, eh bien, en ce moment, des officiels américains sont en train d'analyser la situation en Iran pour déterminer si cette nouvelle vague de manifestations peut réellement menacer le régime. Selon les premiers rapports des renseignements, selon Axios, eh bien, les Américains avaient conclu que cette nouvelle vague de manifestations ne pouvait pas forcément déstabiliser le régime, mais vu c'est que le mouvement continue et s'intensifie, eh bien les Américains sont en train d'analyser en ce moment la situation. On sent aussi qu'il y a de la pression de certains républicains qui espèrent un changement de régime. On a notamment entendu Lindsey Graham, le sénateur républicain proche de Donald Trump, lancer au guide suprême dans une interview: si vous continuez de tuer des manifestants, eh bien Donald Trump va vous tuer. Mais on a aussi entendu hier ici à la Maison Blanche le vice-président conseiller au régime des Mollahs de négocier avec les États-Unis. Et puis il y a beaucoup d'officiels ici à la Maison Blanche ces derniers jours qui font passer le message, notamment aux électeurs républicains qui sont le plus réfractaires à des interventions, que l'Amérique d'abord, ce n'est pas être isolationniste, mais c'est défendre les intérêts des États-Unis dans le monde en utilisant différents outils. Donc ça peut être une intervention militaire, des sanctions. L'administration Trump est prête à utiliser différents outils pour mettre la pression sur notamment le régime iranien. Mais pour l'instant, on ne sait pas si une opération militaire est envisagée, mais en tout cas, plusieurs options sont en train d'être considérées par cette administration. Non, évidemment, surtout au regard de ce qu'on a vécu ces derniers jours au Venezuela. Merci beaucoup Sonia Dridi, et bonjour à Raphaël Jérusalemi. Vous êtes ancien officier du renseignement, on vous connaît bien. Merci d'être avec nous. Une opération militaire, alors que ce soit d'élimination physique de Khamenei. On a évoqué, l'idée serait peut-être plus d'une capture, ça serait évidemment plus intéressant sans doute pour les États-Unis. Une opération militaire ou même une infiltration d'agents de la CIA, par exemple, sur place, c'est peut-être déjà le cas? Alors, une opération militaire n'est pas souhaitable à ce stade, car on ne renversera pas le régime des Mollahs de l'extérieur. Il doit être renversé de l'intérieur par le peuple iranien, par un soulèvement populaire qui sera appuyé logistiquement, financièrement, de toutes les façons possibles et imaginables par le Mossad et la CIA. Car il y a aujourd'hui une convergence, on a parlé en plateau qu'il y a effectivement des mouvements très variés qui sont dans l'opposition aux Mollahs, mais aujourd'hui il y a une convergence donc pour tous ces mouvements, et c'est très intéressant. Il faut laisser ce mouvement prendre de l'ampleur. Or, si on mène une opération militaire, c'est-à-dire avec des avions, des missiles, on risque de mettre fin au mouvement populaire. On risque de précipiter les gens vers les abris, d'avoir l'armée iranienne contre-attaquée, avoir un conflit qui éteindra, on allumera un conflit qui éteindra ce soulèvement populaire à qui il faut donner sa chance. Et Raphaël Jérusalemi, et aller chercher le guide suprême dans son lit, comme le disait Magali tout à l'heure, comme ça a été fait par Maduro, est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on sait comment il est protégé? Nous, on imagine, vu de chez nous, que ça peut être un peu plus compliqué que ça ne l'a été pour Nicolas Maduro. Alors, absolument, justement, pour continuer ce que j'ai dit, pas d'opération militaire, mais par contre, oui, une intervention pour des éliminations ciblées. Je ne suis pas persuadé qu'il soit nécessaire de garder en vie l'ayatollah Khamenei et ses sbires. Ils peuvent être éliminés, c'est pas du tout le même cas que Maduro. Là, on peut les tuer, tout simplement, les exterminer, avec des bombardements massifs des endroits où ils se trouvent. Je ne pourrais pas vous dire actuellement si les services secrets américains ou israéliens ont une position exacte de où se trouve Khamenei.
Je sais qu'ils connaissent tous les endroits où ils pourraient se cacher, se dissimuler, les bunkers, qu'ils ont tout prêt pour aller bombarder ces bunkers massivement s'ils ont une information leur permettant de croire que Khamenei s'y trouve. Tout cela est prêt, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. La question est maintenant effectivement sur le timing, car une fois qu'on a éliminé Khamenei, et je ne pense pas que c'est le seul, je pense qu'il y aura plusieurs éliminations ciblées à haut niveau, il faut effectivement voir comment on évite ensuite un vide ou un chaos qui ne sera pas nécessairement en faveur d'un apaisement et d'un meilleur avenir pour les Iraniens. Il faut faire très attention, évidemment, à ce qu'on appelle le jour d'après. Évidemment, ce qu'on comprend dans ce que vous dites, Raphaël Jérusalemi, général, donnez-moi votre avis, c'est que on sait faire, enfin quand je dis on, les services, alors CIA, Mossad, on saurait faire, on saurait potentiellement effectivement l'éliminer physiquement. Maintenant, la décision n'est manifestement pas encore prise. Qu'est-ce qui ferait que cette décision serait prise ? Est-ce qu'il serait intéressant effectivement pour le mouvement que cette décision soit prise ? Moi, je n'en suis pas persuadé, en fait. Je suis d'accord absolument sur le fait que ça serait contre-productif de faire une intervention militaire classique. Maintenant, oui. On l'a vu d'ailleurs au cours des 30 dernières années, chaque fois que les Américains sont intervenus quelque part, ça a mis le chaos. Or, il faut pas qu'il y ait le chaos en Iran. Et les nébuleuses que l'on voit de l'opposition, si elles commencent à s'affronter après, parce que quand on dit la liberté, c'est bien gentil, mais de quelle liberté parle-t-on ? Il y a la liberté démocratique, ça peut être à l'intérieur d'une république islamiste, ça peut être une liberté à l'intérieur du retour du Shah, ça peut être plein de libertés, la liberté. Alors une fois qu'ils se libèrent des mollahs, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça le vrai problème, c'est ça. Alors, n'ajoutons pas au chaos, laissons le peuple iranien se libérer lui-même. Ça voudrait dire plutôt, pardonnez-moi, je vous coupe, mais laissons à la limite le guide suprême s'enfuir à Moscou s'il le souhaite. Oui, mais moi je trouve que c'est bien plus. Ça prouve sa lâcheté. Il s'enfuit avec sa famille, le pactole, les valises à la main. Il passe vraiment. Alors là, pour un con vis-à-vis de public. Sinon, vous en faites un martyr. Si vous en faites un martyr, ce sera l'homme. Il est mort pour la cause. Il est mort pour l'islam. Et puis vous allez avoir plein de mouvements qui vont vouloir récupérer l'affaire. Moi, je pense qu'il a 88 ans, qui meurt piteusement à Moscou dans l'appartement même palier qu'El Assad. Je trouverais ça absolument remarquable et ça prouverait d'ailleurs qu'il n'a pas les soutiens nécessaires. Si vous en faites un martyr, on dira il tenait son pays et puis on l'a assassiné. Ouais. Et en fait, je crois que c'est contre-productif de dire qu'on va l'assassiner. Et concernant Donald Trump, Magali, quel intérêt aurait-il à faire tomber le régime ? On se souvient du document sur la sécurité nationale qui avait été publié par l'administration Trump il y a quelques semaines maintenant, dans lequel on pouvait lire que l'Iran était, j'ai regardé, la menace iranienne était considérée comme faible. Donc quel serait son intérêt, peut-être au regard de ce qu'il s'est passé au Venezuela, de se dire finalement, c'est vous-même tout à l'heure qui disiez, il a quand même une influence, l'Iran a une influence très forte sur le territoire sud-américain. C'est ça l'intérêt de Donald Trump ? Oui, je pense que Donald Trump, juste après l'épisode Maduro, il était complètement galvanisé. Alors il a dit attention Khamenei, si tu continues à tuer des gens, moi je vais venir te chercher. En gros, c'était un peu le message. On sent un tout petit peu plus de prudence, j'ai l'impression, ces dernières heures du côté de la Maison-Blanche, parce que une journaliste d'ailleurs a posé la question à Trump dans l'avion en disant mais attendez, ça y est, on tue des gens en Iran, donc ça veut dire qu'on y va. Et là, il a commencé à expliquer que oui, mais il y avait eu aussi peut-être des mouvements de foule. Et moi, je retiens cette phrase de Donald Trump, je pense qu'il faut laisser tout le monde agir et voir qui émergera. C'est-à-dire qu'il refuse d'ailleurs de valider Reza Pahlavi et de le recevoir pour l'instant, parce que manifestement, pour le moment, c'est pas complètement son candidat. Il est sur la prudence. Pour le moment, il veut voir le mouvement, à mon avis, s'amplifier, voir ce que ça devient, voir si le régime, en effet, se laisse déstabiliser, s'il y a des fissures qui apparaissent à l'intérieur du système, pour voir un peu comme aussi ce qu'il a fait avec Maduro, c'est-à-dire que il n'a pas amené l'opposition à Caracas. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il a laissé le régime en place, il a nourri l'opposition, il a coupé la tête. Ouais. Attendez, quand on lui dit et alors Machado, l'opposante, l'a prix Nobel, il dit non. Attendez, lui a piqué son prix Nobel en même temps. C'est pas le sujet. Il est pas content. C'est pas le sujet. Ouais. Donc on voit qu'il n'y a pas une volonté, à mon avis, de complètement. L'Iran, c'est quand même un pivot dans géant. Et donc.
aller frapper, aller mener une opération militaire, ça pourrait être potentiellement extrêmement déstabilisant. Et il y a le traumatisme, je termine par là, il y a le traumatisme de 2003 et de l'Irak. Donc ce sera pas la même chose. À mon avis, la volonté de Trump est pas celle-ci. C'est une analyse raisonnable de la part de Donald Trump et de son administration, a priori. En fait, pour l'instant. Donald Trump, faut se mettre une idée dans la tête, c'est pas un démocrate. Donc c'est pas un néoconservateur de 2003 qui se dit je veux changer le régime pour apporter la démocratie en Iran. Et le précédent Machado et Venezuela doit informer le regard qu'on peut porter justement sur son attitude vis-à-vis de l'Iran. Reza Pahlavi, pour lui, c'est personne. En revanche, les réserves pétrolières de l'Iran, ça lui parle. Parce que votre question, c'était qu'est-ce que c'est son intérêt ? Qu'est-ce qu'il a dit du Venezuela ? Pétrole, pétrole, pétrole. Alors aujourd'hui, il communique sur le fait qu'il y ait des prisonniers politiques qui aient été libérés, sans doute parce qu'on lui a glissé qu'il faudrait quand même essayer de nimber un petit peu ça d'idéologie qui ne soit pas purement capitaliste et transactionnelle. Les réserves pétrolières iraniennes sont immenses. Devinez d'où venait le vraquier, le pétrolier qui a été arraisonné par les commandos américains il y a 48 heures entre l'Islande et l'Écosse. Eh bien, il venait d'Iran, à destination du Venezuela et derrière probablement vers Russie ou Chine. Donc, il a un regard distant là-dessus parce que l'autre question, et c'était peut-être le sens de celle que vous posiez à l'origine, Bénédicte, c'est, écoutez, combien d'Américains ont été tués par les Iraniens sur le sol américain ces 25 dernières années ? Aucun. Donc, quelle est la menace iranienne à l'endroit des États-Unis aujourd'hui ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais. Donc, il y a toute une frange du courant MAGA qui lui dit « Monsieur le Président, notre problème, c'est l'inflation, c'est la question migratoire, c'est le coût de l'assurance santé. Qu'est-ce qu'on va aller fabriquer en Iran ? En quoi est-ce que ça nous concerne et pourquoi est-ce qu'on irait... Sur sa stratégie sur l'Amérique du Sud, pardon, je reviens là-dessus, parce que encore une fois, dans le document de stratégie de sécurité nationale, disait, moi, en gros, alors, l'Iran l'Iran, au même titre que la Corée du Nord, n'apparaît quasiment pas dans ce document. La Russie est un pays avec lequel il faut juste stabiliser la relation et la zone qui l'intéresse et vient nous en donner illustration, c'est ce qu'il appelle sa sphère occidentale. Les Amériques aux États-Unis, d'où la doctrine Donroe. Et donc, le Venezuela, ça m'appartient. Mais Iran, Chine, Russie sont des pays qui sont très présents, en tout cas idéologiquement et puis certainement un peu économiquement, en Amérique du Sud, justement. Alors, il les dégage. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la doctrine Donroe. C'est-à-dire qu'en 1823, le président James Monroe dit, à l'époque, ça s'adresse aux Européens, dont il faut rappeler que les Français, les Espagnols ont colonisé ces terres. Ça disait, dégagez, rentrez chez vous, on ne viendra pas vous déranger chez vous. Et nous sommes chez nous. Ce que les latinos et sud et américains n'avaient pas nécessairement compris à l'époque, ou dans la manière dont la doctrine était entendue, c'était qu'il y avait à avoir une juste répartition. Aujourd'hui, Donald Trump a modifié cela, ce qui consiste à dire, voilà, toute cette sphère-là, elle m'appartient, elle est la mienne. Il y a une chose, une seule, dans mon esprit qui pourrait intéresser éventuellement Donald Trump sur une intervention plus musclée sur le cas iranien, c'est le caractère spectaculaire. Parce que Magali l'a très bien expliqué. Ouais, ça. Attention, la défense iranienne, c'est pas la défense du Venezuela. Le budget militaire annuel du Venezuela, c'est 4 milliards. L'Iran, ils l'ont montré avec leur programme balistique et leurs armes de défense antiaérienne, même si elles ont été écrasées par les Israéliens en quelques jours, c'est quand même un autre morceau, si vous me permettez l'expression. Juste un mot peut-être de la diplomatie iranienne, parce qu'on vous le disait en tout début d'émission, c'était la dernière information qui nous parvenait, c'est le ministre iranien des Affaires étrangères qui accuse lui directement effectivement les États-Unis d'être à l'origine, ou en tout cas de nourrir ces mouvements de contestation. On va écouter très précisément ce qu'il dit. Vous me dites ensuite ce que vous en pensez, notamment vous, Raphaël Jérusalemi. Écoutez. Voici ce qu'ont déclaré les Américains et les Israéliens. Ils interviennent directement dans les manifestations en Iran. Ils tentent de transformer les manifestations pacifiques en manifestations violentes et sources de division. Cela a été prouvé dans diverses déclarations de responsables des régimes américains et sionistes dont vous avez parfaitement connaissance. Concernant la possibilité d'une intervention militaire contre l'Iran, nous estimons qu'elle est faible car leurs tentatives précédentes ont été des échecs complets.
Alors ça, on peut en discuter évidemment. Raphaël Jérusalemi, juste une réflexion sur ce qu'il dit, justement, ce ministre des Affaires étrangères. En gros, il dit c'est des tentatives de déstabilisation, ce sont des infiltrations dans les mouvements de contestation, des infiltrations américaines. On peut tout à fait l'imaginer, non ? Tout à fait. De toute façon, depuis des années, la CIA et le Mossad soutiennent toutes les formes d'opposition au régime des Mollahs. Ils s'infiltrent d'ailleurs à l'intérieur du régime lui-même et des gardiens de la révolution. Mais en ce qui concerne l'Iran, que ce soit sur le plan ethnique comme au Baloutchistan, sur le plan confessionnel avec les sunnites, sur le plan social avec les étudiants et le mécontentement ouvrier, il y a matière à faire pour les infiltrés des services secrets américains et israéliens pour aider, car nous n'avons pas fomenté ce soulèvement populaire qui est la solution idéal, c'est-à-dire le renversement du régime des Mollahs. On peut bombarder toutes les centrales nucléaires qu'on veut, tant qu'on n'aura pas évincé le régime des Mollahs, le problème demeure. Je dirais juste par rapport à Donald Trump, quand même, je préciserai, il ne faut pas oublier que l'Iran, géostratégiquement parlant, c'est le maillon très très important de l'axe sino-russe. Attaquer l'Iran de façon militaire, si les Américains le font, c'est affaiblir énormément l'axe sino-russe. Ceci étant dit, je confirme, les services secrets, et non pas seulement, c'est pas uniquement les Américains, les Israéliens, il y a des services secrets européens qui sont impliqués, sont tous là pour aider ce mouvement populaire à être plus efficace. Ça veut dire, leur donner des conseils pratiques, leur donner un appui logistique et parfois même financier, les aider par exemple à contourner le fait qu'on ait fermé les lignes de communication et Internet. Il y a d'autres moyens pour communiquer et leur donner par exemple des walkie-talkies pour s'il n'y a plus de téléphone, mais c'est aussi leur indiquer des cibles, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné ou à un autre que cette émeute populaire choisisse ses cibles, qu'elle investisse par exemple la télévision et la radio officielle, les bâtiments, qu'elle investisse certaines institutions qui sont symboliques du régime des Mollahs. Et tout cela, ces cibles peuvent être indiquées par des agents et la façon de les investir, d'occuper par exemple les studios de télévision de la télévision officielle iranienne, ça on peut recevoir effectivement des conseils et même des il y a des images d'ailleurs, Raphaël Jérusalemi, il y a des images effectivement du siège de la télévision qui a été incendié, on les a ces images-là, regardez, c'est ça. Ça c'est très intéressant, oui, c'est ça. Ça fait effectivement partie des tactiques, des techniques pour pouvoir infiltrer ou orienter en tout cas. Oui, bien sûr, et puis je rajouterais quand même, alors le rôle de la CIA et du Mossad, moi je pense qu'il est incontestable, et il est légitime d'ailleurs, on l'a dit, et je crois que c'est bien joué aujourd'hui pour affaiblir le régime, mais je pense que un des rôles très très importants qu'il pourrait jouer, c'est de structurer les oppositions, c'est-à-dire il faut qu'ils arrivent à faire un espèce de conseil national de la résistance, comme le général de Gaulle l'a fait en 1942, c'est-à-dire à partir des nébuleuses de la résistance qui avaient des buts très très différents, il y avait des communistes, etc. On en fait une structure bien nationale, de manière à structurer le mouvement d'opposition pour en faire quelque chose avec un chef, avec une doctrine, avec des moyens pour pouvoir renverser ce régime. Au-delà si on ne fait pas ça, moi j'ai peur que ça reste quelque chose qui explose dans tous les sens. Personne n'a intérêt à ce pays qui a 3000 ans d'histoire, qui structure la région, tombe dans le chaos absolu après la révolution. Tout à l'heure, Mona Jafarian, c'est-à-dire après l'appel effectivement et la coupure d'Internet, les heures à venir et les nuits à venir vont être aussi sans aucun doute décisives sur la là on est, d'ailleurs je regarde l'heure, donc là ça doit faire une demi-heure que les Iraniens sont massivement descendus dans la rue, donc on espère que ceux qui ont des Starlink vont pouvoir nous ramener les images pour qu'on puisse effectivement les diffuser. On vous en parlera demain dans le grand dossier, évidemment, et dans toutes nos émissions, parce qu'on aura reçu ces images-là. Dernière question pour vous deux, rapidement, Gallagher et Magali. Si effectivement le régime des Mollahs tombe, mauvaise nouvelle pour Vladimir Poutine, quand même. Ah oui. Oui, même si il faut se souvenir que pendant la guerre dite des 12 jours, donc américano-israélienne contre l'Iran, la Russie n'a pas bougé le petit doigt, la Chine, qui est la première acheteuse du pétrole iranien, non plus. Donc effectivement, ce sera une humiliation supplémentaire pour la Russie, après le Venezuela, la Syrie, et puis cette guerre justement des 12 jours.
et puis des échecs aussi qui continuent de se multiplier en Ukraine, même si elle continue de faire payer à la population, on l'a vu la nuit dernière, un prix très très fort. Et encore une fois, il faut rester assez prudent parce que on n'y est pas encore. On va voir comment le mouvement évolue dans les prochains jours, comment la répression qui paraît se préparer de manière extrêmement dure. Il y a déjà 45 morts, voire davantage. Mais c'est vrai que pour la Russie, ce serait un signal de faiblesse supplémentaire. Ils ont été complètement pris de court par la chute de Bachar el-Assad en Syrie, complètement pris de court par ce qui s'est passé au Venezuela le week-end dernier. Donc c'est sûr que ce serait un maillon de plus. Est-ce que encore une fois Donald Trump va prendre ce risque, risquer justement l'explosion de l'Iran avec les conséquences qu'il peut y avoir dans la région? C'est quand même un pari très très risqué. Donc il va plutôt certainement jouer les fissures du régime, essayer de trouver des relais potentiels plutôt que. Il est urgent d'attendre. Il est urgent d'attendre. Merci à tous en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Raphaël, merci à Sonia Deridi aussi depuis Washington. Vous savez que Le Grand Dossier, c'est une émission qui s'écoute en podcast. Vous pouvez la retrouver tous les jours sur votre plateforme d'écoute habituelle, Deezer, Spotify et toutes les bonnes crèmeries, comme dirait l'autre, Apple Podcast notamment. Vous avez le QR code qui s'affiche en bas de cet écran. Moi, je vous retrouve avec plaisir demain entre 15h et 18h. Tout de suite, c'est Kadi Adoumdouas pour le journal, puis Yves Calvi pour son émission. À demain.